Bon. Alors, on va faire une présentation. Et voilà. Bon. La présentation s'appelle Témoins de l'espérance dans les Grands Nord. OK. Je ne sais pas si vous... Je pense que vous savez plus que moi. Mais au Québec, on a 14 villages inuits. Et si je peux le... Vous pouvez voir les villages il y a un petit triangle. Ça, c'est tous les villages inuits. Et moi, j'étais dans un village qui s'appelait Quaqtak. Et si vous pouvez voir, j'ai pas une chose pour... C'est jusque Quaqtak. Est-ce que vous pouvez le voir? Oui? OK. J'étais là-bas pendant environ 14 mois. Et comme vous pouvez voir, oui, tous les villages inuits. Et plus au milieu de map de Québec, commencent tous les villages Cris. Okay? Ça, il y a 14 nations, les nations et toutes les First Nations, comme on dit en anglais, ou les Premières Nations. Voilà. On va parler de Quaqtak. Et en dessous, vous pouvez voir comment est-ce que les Inuits écrivent Quaqtak dans Inuktitut. Et les Inuits ne prononcent pas Quaqtak, lui appelle le village Huaqtak, comme on dit happy en anglais, comme Huaqtak. Bon, on va parler de la localisation. Et le village de Quaqtak est situé sur la rive est de la baie Diana, appelée Tuvaluk, la grande banquise en Inuktitut, sur une péninsule qui avance dans le détroit de Hudson, là où il se confond avec la baie Ungava. Jusqu'au début des années 1930, l'endroit était connu sous le nom de Nuvukutak, et ça veut dire la longue pointe. Selon les histoires que l'on rencontre encore aujourd'hui, un homme sera un jour venu dans la région pour chasser les belugas et aura trouvé des parasites vivants dans ses ailes. Ses compagnons de chasse auraient alors donné le nom de Huaqtak, ça veut dire ver intestinal, à l'endroit et l'utilisation de cette nouvelle appellation se sera rapidement répandue. Ça, c'est tout Nunavik qui comprend, comme je vous avais dit, les 14 villages. Et vous pouvez voir ici la plus... Non, je passais, attendez. La plus importante, si on peut dire comme ça, c'est Kuujjuaq. Pour arriver à tous les petits villages, il faut qu'on passe pour Kuujjuaq. Alors, on fait de Montréal à Kuujjuaq et de Kuujjuaq, on prend des avions par tous les petits villages. Et ça, c'est Nunavik. Alors, ça, c'est Huaqtak, où j'habitais. La population, c'est de 453 personnes. Pas beaucoup. C'est vraiment petit. Hein. Tout le monde se connaît, les enfants, tout le monde. C'est vraiment les voisins de tout le monde. Hein. Vraiment. Ah, et pardon. Et ça, c'est une photo qui a été prise d'une montagne. Ce n'est pas tous les villages. Et il y a une partie qui ne sort pas là, qui c'est l'aéroport, et un hôtel. Mais c'est vraiment, si on marche autour du village, ça prend 45 minutes pour faire tous les villages. C'est vraiment petit. Le milieu de vie.
On va parler, malheureusement, dans les Grands Nord, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Et on commence avec la pauvreté à Kwaktak, est vraiment élevée, et notamment par rapport à des autres régions du Québec et du Canada. Les données de recensement de l'année 2021 et des autres études révèlent des difficultés importantes liées aux ménages à faible revenu, au chômage et à coût de la vie élevé dans cette communauté inuite isolée. Et c'est vraiment choquant, si je peux dire ça, et qu'il y a des personnes qui n'ont pas assez d'argent pour avoir une nourriture, comme une bonne nourriture, et on va dire une fois par jour. Il y a des gens qui vraiment survivent seulement avec des pâtes et nourriture qui est en canne, des choses qui sont pas complètement bonnes pour la santé, on va dire. Aussi, on a des études qui suggèrent que la pauvreté touche une partie importante des ménagers de Nunavik, où se trouve Kwaktak. Certaines estimations atteignant jusqu'à 20 ou 30% selon les indicateurs gravés et 44% selon les indicateurs moins gravés, selon Nunivat. Ça, c'est une organisation. Et les défis en matière d'emploi, Kwaktak est confronté à des difficultés liées à des possibilités d'emploi limitées. Comme vous avez vu, il y a seulement 453 personnes. Il n'y a pas beaucoup de place pour avoir un poste de travail. Alors, c'est pas facile. Hein? Et le coût de la vie est élevé, super élevé. Et l'éloignement et la nécessité d'importer des biens contribuent au coût de la vie élevé. Toutes les choses qui arrivent à Kwaktak, n'importe quelle chose, même comme des verres comme ça et les assiettes, tout doit être transporté par avion. Toutes les choses. Il n'y a pas une façon pour aller par terre, toujours c'est un avion. C'est pour ça que le prix est élevé. Pour vous donner un exemple, une bouteille de jus comme Tropicana, je peux dire, comme ça, ici ça coûte environ $10 environ. Là-bas, une bouteille comme ça coûte presque $30. C'est cher. C'est vraiment, ça c'est un luxe, vraiment. C'est cher. Ouais, c'est vraiment cher. Et ce qui rend difficile pour les résidents de subvenir à leurs besoins essentiels, selon la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Nunavik. Aussi, il y a un grand impact sur la santé et les services sociaux. Par exemple, dans ce village, il y a une petite clinique et il n'y a pas de médecin. Il y a seulement une super infirmière. Et il y a quelques personnes qui travaillent avec l'infirmière. Par exemple, si quelqu'un est malade, vraiment bien malade, et va aller à la clinique, c'est comme un CLSCC, va aller à la clinique, va passer la consultation avec l'infirmière et possiblement va avoir un télé-rendez-vous avec le médecin qui est à Kuujjuaq. Si c'est grave, le patient va être envoyé en avion à Kuujjuaq. Et si c'est plus grave que ça va être envoyé ici à Montréal. Ça veut dire que c'est beaucoup de travail pour qu'une personne, si est vraiment malade, est guérie, parce qu'il doit vraiment se déplacer, voler pour arriver jusqu'à la place correcte. Alors, la pauvreté peut exacerber des autres difficultés, notamment l'accès aux soins de santé et aux services sociaux, et contribuer à divers problèmes sociaux. En résumé, la pauvreté à Kwaktak est un problème complexe, influencé par divers facteurs, dont l'éloignement, les possibilités économiques et les coûts de la vie élevés.
Il est essentiel de comprendre les défis particuliers auxquels font face les résidents pour élaborer des solutions efficaces pour lutter contre la pauvreté et améliorer le bien-être général de la communauté. Et, par exemple, mes élèves, les éducatrices à la garderie, et pour vous donner une idée, ici à Montréal, l'échelon salarial de garderie, le top d'échelon, parce que c'est environ 30 dollars, 31 dollars maintenant par heure. Là-bas, et le salaire d'une éducatrice sans formation, c'est seulement une personne qui a sorti de l'école, vraiment, c'est environ 35 dollars l'heure. Et ça, ce n'est pas un bon salaire, ce n'est pas un salaire assez pour acheter vraiment des choses de première nécessité pour vivre. Ce n'est pas une bonne quantité d'argent. C'est un salaire bas pour là-bas. Et quand même aussi, il y a des dépendances. Et il y a beaucoup de problèmes avec les suicides. Alors, à Nunavik, il y a un seul organisme communautaire. Ça, c'est le centre de traitement usuaire civique. Et cet centre offre des services de traitement des dépendances. Son programme de 42 jours, adapté à la culture inuite, est offerte en alternance aux femmes et aux hommes. L'association Inuit, je vais dire seulement NI parce que la prononciation c'est difficile, organise diverses activités d'information dans les communautés et les écoles de la région. Les employés de CLSC et les agents de liaison communautaire et mieux-être, ALC, participent ou organisent périodiquement des activités de prévention et de sensibilisation dans les communautés, notamment en lien avec le syndrome d'alcoolisation fœtale ou concernant les horaires des activités de prévention et des campagnes de lutte contre les dépendances. Moi, quand j'étais là-bas, c'est ma première expérience et j'étais un petit peu choquée parce que j'ai vu, et je vous dis ça, c'est pas une critique, c'est seulement qu'est-ce que j'avais vu. Hein? J'étais choquée quand j'ai commencé à voir les femmes enceintes en train de fumer. Ça, c'est une chose normale, complètement normale, normale. Pardon. Mais c'est pour ça que les enfants, quand c'est le moment d'accoucher, sont des petits enfants, pas beaucoup de poids. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des enfants qui son comportement est différent. Et ça, c'est seulement, que j'avais vu, c'est seulement les cigarettes. Mais imaginez-vous, si c'est les cigarettes aussi à côté, toujours va l'alcool ou les drogues. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants avec des problèmes de comportement. Et malheureusement, malgré toutes les choses qu'on a ici, les ressources, mais ne sont pas envoyées là-bas pour aider tous les gens avec des problèmes comme ça. L'éducation. En 2016, une partie importante de la population de Kwaktak, âgée de 25 à 64 ans, était titulaire du diplôme d'études secondaires ou d'une attestation d'équivalence. 28,6%. La proportion des personnes titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur était 8,6%. Tandis que 34,3% détenaient un certificat d'apprenti ou un certificat de métier. Un pourcentage beaucoup plus faible détenait un certificat ou un diplôme d'un collège.
d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire comme niveau de scolarité, le plus élevé, c'est 0,0%. Pour qu'une personne, tout le monde dans la communauté à Cuactac termine l'école, mais après terminer l'école, c'est fini. Ça, c'est tout. Et les gens doivent commencer à trouver du travail, travailler, peut-être, là-bas, ça s'appelle la coopérative, que c'est le supermarché. Mais il n'y a plus de choses à faire. C'est vraiment limité au travailler avec Hydro-Québec, à travailler et faire la cuisine, vendre des choses. C'est pas, on n'a pas beaucoup de place pour les gens. Hein. Et en 2021, seulement 14% des Inuits âgés de 15 à 64 années détenaient un diplôme d'études collégiales universitaires, comparativement à 42% des Canadiens non autochtones. Il y a une grande différence. Alors, en quoi consiste mon travail? Mon travail, c'est avec le cégep Saint-Félicien et c'est à travers des cégeps que le gouvernement du Québec propose un programme de formation pour les éducatrices des centres de la petite enfance. Et ce programme consiste à travailler avec les éducatrices en classe. C'est un travail pratique et à interagir quotidiennement avec les enfants afin qu'ils acquièrent les principes, les techniques et les méthodes pédagogiques de base. Ce programme accompagne chaque éducatrice pour garantir sa formation. Et le programme couvre tous les aspects des techniques d'hygiène de base à un peu de psychologie. Et comme je pense que là-bas, c'est plus anglophone que francophone. Et presque, on va dire, presque personne parle français. Tout c'est en anglais. Et aussi, la formation dure environ un an. Un an, c'est 12 mois à 14 mois. Et pendant cette année, les étudiants doivent suivre un programme des études, être évalués et logiquement obtenir la note de passage. C'est comme si le cégep va à la place. Et toujours c'est à l'inverse. Nous, on va au cégep, mais dans ce cas, c'est le contraire. Ça, c'était la garderie, les CPE de là-bas, c'est Kamatsiavik Child Care Center. Et c'est une garderie vraiment petite. Il y a seulement place pour 30 enfants. Et il y a la pouponnière le plus grande jusqu'à 5 ans. Il y a de 0 à 5 ans. Et ça, c'était à l'intérieur. La première photo d'ici, là à gauche, ça c'est comme il y a comme un hall dans la garderie. J'étais en train de faire une classe avec les filles. Mais si vous pouvez voir dans les deuxièmes photos, ici à droite, nous sommes dans une autre place. Parce que malheureusement, et ça c'est une chose qui arrive tout le temps au nord, les bâtiments sont full de la moisissure. Toujours. Alors, la garderie était fermée et j'arrivais à Cuactac, c'était en septembre et on travaillait jusqu'à fin de novembre et après ça, c'était fermé, complètement fermé. On a terminé avec les filles tout le programme à ma maison. Mais la photo que vous avez à droite, ça, c'était une salle de conférence qu'on avait louée, que ça coûtait, seulement pour donner une idée comment c'est de cher là-bas, ça a coûté $250 la journée et de là-bas. C'est cher. Alors, on était là-bas, on était en train de faire des jouets, tout était fait à la main, des jouets, des choses pour que les enfants, pour faire des activités. Les filles sont... comment je peux dire ça?
vraiment capable de travailler avec ses mains. Ses mains sont fantastiques pour faire des choses. On a fait beaucoup de choses là-bas. Après, on a continué à travailler, mais ça, c'était mon appartement. Alors, la garderie est venue à ma maison. Et c'est les filles qui sont en train de faire des activités et pour décorer la garderie provisionnelle. Et les CA de la garderie avaient loué 2 maisons pour avoir une garderie provisionnelle. Alors, on était en train de faire toute la décoration et toutes les choses pour mettre les enfants et que les enfants ont un environnement joli. Ça, c'est les filles en classe. Et j'avais 5 élèves seulement. Et toujours, comme toujours, ne voulaient pas venir pour faire le travail, ne voulaient pas lire les choses. Mais je suis fière de les 5. Les 5 ont fait un grand effort pour terminer. Et grâce à Dieu, tout était super bien. Hein? Tout le monde a réussi. Et ça, c'est le chemin pour aller à la garderie temporaire. Okay? Et la photo d'ici, à gauche, c'était le chemin pour aller. Et à droite, il y a 2 maisons qui sont les 2 garderies. Okay? Et c'est super joli. Hein? Super, super joli. Ici, je suis avec quelques filles, quelques éducatrices, et dans les garderies provisionnelles. Même il y a un enfant qui essayait de sortir là-bas. Et on va parler maintenant de le catholicisme à Cuactac. Quand je suis arrivée, mais je savais avant, il n'y a pas une église catholique. Il n'y a pas. Et j'ai fait mes recherches et tout, mais c'est difficile de trouver des catholiques là-bas. Mais, par contre, il y a une belle histoire. En 1947, une mission catholique a été établie à Cuactac. Le père Jules Dion est arrivé à Cuactac, dans la baie de Ungava, à Nunavik, en juillet de 1955, comme missionnaire oblat nouvellement ordonné. Lui était ordonné le 25 avril 1954 et il est arrivé à Cuactac un peu plus d'un an tard. À cette époque, il n'y avait que la mission, un seul bâtiment, et si je ne me trompe pas, maintenant, ce bâtiment qui était l'église catholique, maintenant est utilisé comme un gymnase. Ça veut dire ils sont vraiment comme enlevé toutes les choses du catholicisme. Hein. Et la plupart des gens vivaient le long de la côte. Et ce n'est qu'à Noël que tout le monde venait à Cuactac. Le père Dion, il y a un livre, une biographie de le père Dion. J'ai fait un extrait de cette biographie. Et lui disent que les familles arrivaient en traîneau à chien et construisaient des igloos individuels près de la mission, jusqu'à temps pour la célébration qui débute véritablement le 24 décembre. Et le père Dion lui a resté au Grand Nord 50 ans et lui dit je n'ai jamais regretté d'avoir demandé à venir parmi eux. J'étais bien préparée, prête à tout, et rien ne m'a surpris. Si c'était à refaire, je referais la même chose. C'est ça que lui avait dit dans son livre. Ça, c'est le livre, Jules Dion, 50 ans au-dessous de zéro. C'est un bel livre. Et malheureusement, on ne peut pas le trouver presque dans aucune librairie. Et moi, je l'ai pris de la bibliothèque. Je l'avais
pris la semaine, ça fait 2 semaines que je l'ai. Mais ça vaut la peine vraiment lire parce que c'est toute la biographie. Comment est-ce que lui a fait les choses, de rien, qu'est-ce que lui a fait vraiment avec les Inuits. Maintenant, même s'il n'a pas des églises catholiques à Huactac, et ça c'est pas seulement dans les villages, c'est partout la région de Nunavik. Et il y en a 2 églises qui ne sont pas catholiques. Il y a une qui s'appelle Huactac Christian Fellowship, et je ne sais pas quelle dénomination sont, mais sont protestants. Et il y a un autre qui c'est St. Chad's Anglican Church, et ça c'est anglican, et c'est les 2 places. Mais les gens viennent plus dans les Christian Fellowship. J'ai vu beaucoup de mouvements là-bas. Cette église, l'anglicane, comme j'avais mentionné avant, a des problèmes avec la moisissure. Alors, c'est vraiment utilisé seulement pour les choses essentielles comme pour funérailles et des choses comme ça. Alors, je vous montre les souvenirs que j'ai eus à Huactac. Il y a des vidéos ici, mais il y a beaucoup de vidéos en espagnol. Alors, si vous écoutez espagnol, je m'excuse. Alors, ça c'est une vidéo que j'ai envoyée à ma famille. C'est la garderie. La garderie est bonita. Es muy bonita. Il y a un grand cours. Jolie la garderie. Jolie, jolie, jolie. Et ici, ça c'est la maison où j'habitais. C'est la maison. Et tout le terrain, comme vous avez écouté, c'est comme ça, avec des petits cailloux partout, 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 partout. C'est vraiment... Ça c'est un Inukshuk. Je ne sais pas si vous savez l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire les Inukshuk? Pourquoi est-ce que les Inuits ont construit les Inukshuk? Et il y a des histoires qui disent que c'est comme un point de référence quand les gens avaient besoin vraiment d'aller chasser, un point de référence pour savoir, j'étais là-bas, ou il faut que je vais là-bas pour me rendre à quelque place. Mais aussi, ils ont utilisé les Inukshuk pour se cacher et pour être capable de chasser les caribous, pour que les caribous ne regardent pas les personnes. Alors, c'est une bonne tactique, hein? Alors, ça c'est l'Inukshuk. Et ça, c'était quand j'atterris à Huactac, une des fois. Ça, c'est la piste de l'aéroport. C'est vraiment glace, complètement la glace. Bon, ça c'est à la garderie. J'ai eu vraiment la fortune et la chance de porter un amauti. Ça c'est, vous allez voir. Qu'est-ce que je porte? C'est un amauti, c'est comme les Inuits prennent les bébés. J'avais la chance de faire ça et c'est fantastique, hein? Fantastique. Elle dit, Anana, ça c'est maman, mais c'est la façon que les Inuits portent les bébés, même jusqu'à présent, hein, même s'il y a des choses plus modernes, mais c'est la façon. Pour que les enfants font dodo, à dos, à Mauti. Et ici, j'ai une autre vidéo. Ça, c'est le pain traditionnel des Inuits. Il s'appelle Bannock. Et super bon. Et facile de faire. Et quand je suis arrivée là-bas, les filles sont travaillées dans la garderie, mais avec aucune formation. Rien. Comme vous savez, ici à Montréal, on sort avec les enfants, avec la serpente, on fait des promenades, on va au parc. Les filles, jamais ont sorti là-bas, quand je suis arrivée. Alors, on a poussé pour faire ça. C'était un des défis, sortir avec les enfants pour avoir une promenade.
et pour faire comme les enfants à Montréal. La même chose. Alors, regardez, les manteaux sont fantastiques, jolis. Ça, c'est des bébés. Parce qu'ils sont 18 mois environ. 18 mois. Et ça, cette vidéo ici à droite, ça c'était une des maisons qu'on avait louées pour avoir la garderie. Wow! Regardez la petite fille à l'arrière. Elle était la plus petite, mais forte, hein? Toute une Inuit, vraiment. Les femmes Inuit sont des femmes fortes. Ici, j'ai une autre vidéo, mais ça, c'est les plus grands. Ça, c'est la classe de 5 ans qui a sorti un marché. Ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est chapeau parce que les filles ont fait ça pour la première fois et après, on dit, on va sortir. Vraiment, ça a passé super bien. Et ici, j'ai une autre vidéo de la piste de l'aéroport. L'aéroport ici, je pense que c'est comme 3 fois l'aéroport de Quaqtak. C'est vraiment petit l'aéroport. Et ici, je vous montre comment est-ce que les personnes font avec... Ça, c'est la peau d'un ours qui était en train d'être séché. Hein? C'est ça. Et l'autre, c'est la rivière à Quaqtak. Une petite rivière, c'est pas trop grande. Ça, c'est le dernier ours qui était chassé parce qu'il était trop proche de la ville et c'est dangereux parce que les ours polaires vont regarder les gens et vraiment, c'est fini. La chance de survivre, c'est vraiment presque zéro. Alors, c'est mieux de... Si les ours s'approchent trop au village, les gens décident de les tuer parce que c'est trop dangereux, spécialement pour les enfants. Hein. Regardez sur le map la grandeur des dents. C'est une chose terrible. Terrible. Ça, c'est les nuages, des paysages belles. Là-bas, c'était une chose fantastique. Fantastique. Coucher du soleil, toujours. Les couleurs, wow. Merveilleux. Et la nature, même s'il n'avait pas une église catholique, même s'il n'avait pas comme un prêtre proche, la connexion qu'on peut faire avec Dieu, je pense que c'est une connexion indescriptible. La nature aide beaucoup à qu'on ait cette connexion. C'est fantastique, vraiment. Ça, c'est les patinoires à neige, pour la glace, pardon. Mais comme toutes les choses dans les villages au nord sont brisées, ça c'était brisé. Et ça prend beaucoup de temps pour que le gouvernement vienne réparer les choses. Ça, selon les choses que j'avais compris, ça s'était brisé depuis 3 ans, plus l'année que j'étais là-bas, 4 ans. Et il n'y avait pas de signe pour être réparé. Okay? Et ça, c'est le plus bel. Pour moi, c'est l'aurore boréale. Ça, c'était un cadeau immense de voir. Super joli. C'était exactement devant ma maison que je l'avais vu. C'est une expérience différente, vraiment. Et comme je vous avais montré déjà l'aéroport, ça c'est une montagne à côté. Et sur la montagne, on sortait beaucoup avec les filles pour faire des marches. Et on avait pris cette photo là-bas.
cette photo, il y a un igloo qui était en train d'être construit, mais les Inuits maintenant ne vivent pas dans les igloos. Ils font seulement les igloos pour que les enfants puissent jouer là-bas, qui sont vraiment comme introduites, on va dire, dans les choses inuites. Ça, c'est le soir, quand le soleil va se coucher. Et ça, c'est moi. Pour sortir pendant l'hiver, et la température là-bas, c'est comme environ moins 35, moins 40. Ça, c'est le typique. Okay? Ça peut monter, ça peut descendre, pardon. Ça peut descendre. Et vraiment, pour sortir, si on ne sort pas comme ça, le visage, c'est vraiment brûlé. Il faut se couvrir. Hein? Et ça, c'est ma porte qui avait un petit peu de neige. Oui. Et ça avait vu, avant que je passe à la nourriture, et il y a eu une tempête d'hiver. Je ne pense pas que je vais avoir une autre tempête, ou possiblement, je ne sais pas. Et tout le monde était à l'intérieur de ces maisons. Personne n'a travaillé, tout était fermé parce que la tempête avait des vents de 130 km par heure. Alors, c'est comme si quelqu'un vient et frappe les murs. On est vraiment comme ça, littéral, comme si on écoute bon, 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 comme ça. Quand les vents frappent les maisons. Et les maisons, vraiment, push. Hein? C'est toute une expérience. Ça, c'est la nourriture typique des Inuits. On a eu une réunion pour manger des choses typiques. Et parce que ça, c'était caribou. Il y a aussi des poissons. Et ça, c'est la façon comment les gens mangent typiquement la nourriture. Maintenant, tout le monde mange en table et tout, mais ça, c'est pour manger la nourriture typique, c'est par terre avec les mains. C'est comme ça. Dans cette photo, je mange des saucisses de caribou. Délicieux. C'est une chose number one. Hein? Super. Yeah. Et ici, je mange des poissons crus. J'avais peur, mais je dis il faut que je les fasse parce que sinon les gens vont être un petit peu comme choqués que je vais pas les faire, mais je l'ai goûté. C'était pas mal. Pas mal du tout, non. Et dans cette photo, vous pouvez voir tous les morceaux de toutes les sortes de poissons et de viandes qu'il y en a. Et il y a un petit contenant avec l'huile de poisson. Ça, c'est comme le dipping. Moi, je n'arrivais pas à le dipping. Je restais seulement avec la viande. Non, pas le dipping. Des passages à Quaqtac. Ça, c'est de la montagne qu'on peut voir les petits villages. Tout est blanche, 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 blanche. Vraiment fantastique. Les Nukchuk. Et j'ai vu 2 fois des icebergs. Et autre belle expérience. Ça, c'est la petite fille que vous avez vu marcher. Jolie, je pense que les manteaux, c'est vraiment fantastique. Ici, c'est en train de découper la chasse. Hein? Les passages, les couleurs. Ça, c'est de l'avion. On peut voir que c'est toutes les permafrost. Vraiment, c'est tout gelé. C'est des roches et la neige. Il n'y a pas une autre chose. Ça, c'est à Kuujjuaq, l'aéroport de Kuujjuaq. Et ça, c'est la graduation de mes filles, de mes élèves. Sont 5 filles. Et quand même, maintenant, les filles ont ces diplômes, une attestation et pour travailler dans la garderie. Alors, si les filles, on va dire, un jour décident de déménager, venir à Montréal ou aller ailleurs dans la province, pour travailler parce qu'il y a un diplôme. Et c'est plus facile d'avoir un emploi avec un salaire, un bon salaire, on va dire.
Et ça, c'est quand je partais. Et les enfants sont venus à l'aéroport pour me dire bye-bye. Et ça, c'est la classe, mais c'est les plus grands sont venus. Et ça, c'est que tout le monde est venu ici. Et voilà. Merci. Merci Araceli. Merci. Est-ce qu'on peut vous poser des questions? Ah oui, bien sûr. Est-ce que dans la salle, quelqu'un veut poser des questions à Araceli? Moi, j'en ai une. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Pardon? Qu'est-ce qui vous a amené à Qatar? À Qatar. Mais depuis longtemps, et j'avais cet comme intérêt. Je voulais connaître les autochtones, toujours. Comme on regardait les autochtones dans les films. Et je dis pourquoi pas. Et c'est une façon d'aider. C'est une façon, même si nous sommes payés, c'est un travail, mais comme personne, on peut aider et on peut passer quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai décidé. Merci. Allez. Je voulais savoir, vous avez parlé plus des femmes, les hommes, ils font quoi? Ah, ça c'est on va dire un problème, parce qu'avant l'homme, c'était qui allait chercher la nourriture, la chasse. Ça, c'était le travail des hommes. Mais maintenant, c'est sûr qu'il y a des hommes qui travaillent dans des bureaux qui viennent du gouvernement ou des petites entreprises. Mais il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. C'est plus les femmes maintenant qui font du travail. Alors, c'est pour ça que les problèmes avec l'alcool, la drogue, la violence, ça a monté. J'ai beaucoup de questions, mais j'ai une dernière. Vous avez parlé des gens qui vont au cégep, à l'université, mais ils vont où? Ils viennent Viens ici, oui. Ici, il y a un cégep John Abbott. Ok. Ça, c'est plus pour les Inuits et les Autochtones viennent dans cette cégep, toujours. Et après, si la personne veut continuer, va aller n'importe dans quelle université. Mais ça, c'est tellement difficile qu'une personne va à l'université. Il y a peut-être 1 en 1000, 2000. C'est une chose rare, vraiment. Merci beaucoup, Araceli, d'avoir répondu à mes questions. Merci de nous avoir amenés dans le Grand Nord par votre conférence et votre visuel, et particulièrement dans le village de Qatar. On voit comment vous pouvez être témoin d'espérance dans le Grand Nord. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience, votre travail, vos espoirs et vos rêves, votre regard sur l'avenir dans le Grand Nord. Nous avons maintenant une idée de Qatar. Nous sentons dans vos propos tout l'amour que vous portez pour ce village. Nous avons envie de découvrir ce village, mais il fait trop froid pour moi qui suis africaine. Il fait froid. Merci pour votre noble cause. Et comme le disait le pape François, je cite, « Ne soyez pas des admirateurs de peur, mais des entrepreneurs de rêve. » Merci beaucoup. De rien, merci, c'est avec plaisir. Oh, merci beaucoup, c'est gentil, merci.